Thibaut Collin, bonjour. Bonjour. Je vous ai proposé une carte blanche, donc vous étiez libre de choisir le sujet, et vous m'avez proposé le libéralisme totalitaire. Alors, sur le moment, bien sûr, j'ai tout de suite vu l'oxymore. Comment est-ce que le libéralisme pourrait-il être totalitaire? Parce qu'a priori, le libéralisme revendiquant la liberté de l'individu s'oppose au totalitarisme qui fond ou noie l'individu dans une totalité. Et en même temps, me souvenant d'Hannah Arendt et des origines du totalitarisme, je me suis aperçu, j'essaye de faire le bon élève, en se disant qu'est-ce que veut dire ce sujet. Je me suis aperçu qu'il y avait un lien profond entre individualisme et totalitarisme chez Hannah Arendt, puisqu'elle explique qu'il a fallu, d'une certaine façon, déconstruire la société, supprimer les corps intermédiaires, l'existence des familles, des corporations, des communes, et finalement inventer l'individu, isolé, esseulé, pour pouvoir après procéder à la massification de la société, et justement avoir ces masses qui sont finalement corvéables à merci par un État totalitaire. Et donc, il y a déjà, dès le départ, l'idée qu'il faut d'abord ramener le monde à l'individu, parce que l'individu, c'est l'union qui fait la force, pour ainsi dire. Donc, un individu seul ne peut rien. Et c'est d'abord ça, le principe du totalitarisme, c'est de commencer par l'individualisme, non ? Oui, en fait, on pourrait dire que cette thèse, cette hypothèse du moment totalitaire du libéralisme, elle n'a rien d'original parce que je renvoie à deux auteurs qui ont sur le spectre philosophique et politique sont très opposés. Je pense à Harari avec Homo Deus et Patrick Deneen qui vient de publier, enfin ça vient d'être traduit en français, Pourquoi le libéralisme a échoué. L'un, comme vous savez, est promoteur d'une sorte de vision transhumaniste, assez scientiste en fait, et qui montre que finalement le libéralisme présupposait, bien sûr, mais j'y reviendrai tout à l'heure, le fait que l'être humain est doué de libre arbitre. Et Harari nous explique, en s'appuyant sur les sciences de la vie, que paraît-il, les sciences de la vie montreraient que l'être humain est totalement soumis au déterminisme. Donc finalement, voilà un auteur qui a pignon sur rue et qui nous dit, alors qui est plutôt historien et pas philosophe, mais qui finalement nous dit... Et même, est-ce qu'on peut dire qu'on est historien quand on veut voir des grandes tendances, tout à fait, mais depuis les primates jusqu'à après l'homme? Oui, mais on peut voir chez Harari, on peut voir chez lui une sorte d'expression d'une certaine élite mondialisée, on pourrait prendre d'autres noms, dont on pourrait penser que justement elle est promotrice du libéralisme. Or, Harari nous dit, en fait, l'aboutissement du mouvement technoscientifique contemporain, enfin moderne, qui s'origine au XVIIe siècle, aboutit en fait à supprimer le libéralisme au sens classique, c'est-à-dire grosso modo la démocratie libérale. Et Patrick Deneen, donc, qui est un philosophe catholique, enfin professeur de sciences politiques à l'Université Notre-Dame et l'Indiana, qui est évidemment plutôt catholique conservateur, dit le libéralisme a échoué parce que justement il a pleinement réussi. Donc ce qui m'intéresse, c'est en fait ces deux auteurs que tout oppose d'une certaine manière, convergent étonnamment sur ce qui me semble être effectivement un moment, enfin ce que moi j'appellerais le moment totalitaire du libéralisme. Alors comme vous l'avez très bien expliqué, Hannah Arendt nous avait déjà donné des choses très importantes sur cette rupture des corps intermédiaires. J'allais dire, dans une tradition haute que celle d'Arendt, Augustin Cochin, un grand historien de la Révolution, montre que l'universalisme des Lumières est finalement, d'une certaine manière, destructeur de tous les liens qui entretissent de toute la trame sociale, culturelle, communautaire, et que finalement le moment de la terreur révolutionnaire, qui d'une certaine manière est porté
par, on pourrait dire, une philosophie contractualiste, qui a priori est plutôt le cœur du modèle libéral, en fait aboutit à ça. Alors moi, en fait, à mon avis, on peut remonter tout simplement à Hobbes, parce que dans Léviathan, Hobbes montre déjà très bien, me semble-t-il, que à partir du moment où on a une conception de la liberté, parce que le libéralisme est une théorie de la liberté. Or, le libéralisme originel, c'est une conception de la liberté négative. Hobbes nous dit, est libre le fait, je suis libre si je ne suis pas empêché. Donc c'est ça la liberté négative. Et donc ne pas être empêché dans la réalisation de ma puissance, de mon désir. Et donc, en fait, tout simplement, on peut déjà voir que dans la notion de liberté négative telle que Hobbes la développe, en fait, quel est ce désir, quel est ce conatus, comme dira Spinoza quelques années après? Moi, il me semble qu'on peut dire que c'est simplement ce désir que Saint Jean va appeler les trois concupiscences. Et donc, si on veut faire aussi une relecture, théologique, pour le dire rapidement, dans le programme de la liberté négative, par laquelle peu à peu on va dissoudre les corps intermédiaires, on va individualiser, comme vous le disiez avec Arendt, on aboutit finalement à un déploiement d'une extraordinaire puissance qui va être encodée dans le déploiement technoscientifique, et on aboutit tout simplement à l'esclavage de cette puissance, de ce désir. Et quand on regarde finalement le programme que nous préparent entre guillemets des gens comme Harari, pour reciter cette personne, en fait, c'est quoi? C'est la logique du désir, c'est la logique d'aller toujours plus loin, donc c'est l'illimitation du désir qui est une figure du totalitarisme, en fait. Alors, un totalitarisme qui va très bien de pair avec une forme de servitude volontaire, mais et pour le plus grand profit, évidemment, dans tous les sens du mot profit, des GAFAM. Mais alors, je voudrais revenir, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on aborde Harari. Alors, il y a quand même un point qui est incontournable si on l'aborde lui. C'est vrai qu'il a été lu par des libéraux. C'est un best-seller, y compris pour Emmanuel Macron. Enfin, on le sait. Et alors, ce qu'il y a quand même, c'est que c'est une lecture qui est, on pourrait dire, biopolitique. Puisqu'il y a un arrière-plan darwiniste, en fait, enfin néo-darwiniste. Et c'est ça qui me fait penser à déjà un lieu, c'est-à-dire l'héritage de Darwin, comme étant un héritage qui a été à la fois un héritage libéral et totalitaire. Totalitaire à travers le darwinisme social, bien sûr, puisque le nazisme a repris une certaine vision du darwinisme et a injecté ce qui était dans la nature dans l'histoire, et a expliqué que voilà, il y avait des races supérieures, que ces races supérieures avaient besoin d'un espace vital, que les autres étaient appelées à disparaître parce qu'elles n'avaient pas l'avantage sélectif, ou elles n'étaient plus assez adaptées, etc. Et c'est pour ça qu'on a aidé les espèces, les Untermenschen, à disparaître. Mais de l'autre côté, le point de départ de la pensée darwinienne, c'est la lecture de Malthus, donc une pensée quand même libérale, avec le principe de population, des individus en concurrence, avec une certaine rareté. Et c'est cette concurrence d'un désir justement illimité, mais face à une rareté qui fait qu'on va sélectionner le plus fort, et c'est ça qui va créer un système où les vices produisent la prospérité, ou plutôt où la concurrence la plus frénétique va produire l'apparition d'un avantage sélectif. Et donc le modèle de Darwin est structurellement un modèle libéral, et c'est pour cela qu'aussi de l'autre côté, aujourd'hui on voit très bien un néo-darwinisme apparaître qui voit dans ce modèle-là, on pourrait dire son livre de la Genèse, ce qui vient le justifier dans ses fondements, et c'est pour ça que Harari devient à la fois une figure, on pourrait dire, pour le monde libéral, un néo-darwiniste, et en même temps, je dirais plus que cette tentation, en fait, quelque chose qui renvoie à une vision qui est totalitaire, parce que de toute façon, ce qui se joue, que ce soit un marché, une concurrence, c'est une sorte de dispositif où les individus n'ont pas de valeur en eux-mêmes. Oui, tout à fait. Et il me semble que ce qui est assez flagrant dans Homo Deus,
de Harari, c'est la continuelle contradiction interne de ce discours qui, d'un côté, donc, considère le libre arbitre comme une illusion et qui ne cesse, en fait, de présupposer continuellement qu'il parle à des lecteurs qui ont des choix à faire, que les sociétés ont des choix à faire. Bref, de deux choses une, soit l'être humain est totalement soumis à un déterminisme, et dans ce cas-là, on est simplement dans un mouvement d'objectivation, d'un mouvement de l'histoire, de toute façon inéluctable, et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de prendre conscience, etc. Soit effectivement l'histoire est contingente, et si l'histoire est contingente, effectivement, ça veut dire qu'un des vecteurs de cette une des sources de cette contingence, c'est le libre arbitre. Et donc, en fait, on voit bien ici que le libéralisme totalitaire est une sorte, effectivement, d'oxymore, mais parce que, encore une fois, il renvoie à une conception de la liberté qui en fait, n'est plus le libre arbitre au sens véritable du terme, qui implique une capacité de s'autodéterminer, qui implique un discernement de la raison. Un jugement, et une mise à distance, et évidemment ensuite une reprise par l'activité vertueuse, et qu'on est dans une sorte de déploiement. Et donc effectivement, la récupération de Darwin dont vous parlez, ou la continuité avec le projet darwinien, culmine effectivement avec, on retrouve la notion de surhomme chez Harari, ce qui est quand même assez Mais alors assez justement, c'est pas tant la liberté qui est en jeu, puisque c'est cette liberté indicative, ne pas être empêché dans son mouvement finalement. Et on voit bien que chez Hobbes, il y a l'apparition, on est aussi à l'époque des sciences où au lieu d'être dans une pensée de la causalité, avec son efficience et sa finalité, on est dans une logique du principe d'inertie. Et au fond, le principe d'inertie, c'est de dire que chaque chose tend à suivre son propre mouvement. On trouvera ça dans le Conatus de Spinoza, on trouvera... Et donc l'enjeu, c'est justement, on laisse aller toutes les choses, et c'est ça qui va faire, tout d'un coup, l'avènement. Mais c'est pas une liberté personnelle et un jugement. C'est juste on pourrait dire un ajustement de force, un système de forces individuelles qui vont s'ajuster entre elles. On est dans le modèle mécaniste, et ce qui est, pour rejoindre ce que vous disiez sur Darwin, en fait, le Mandeville, Smith, c'est l'autorégulation par le marché, c'est une forme de mécanique. Chez le modèle de Hobbes, c'est le modèle contractualiste, c'est en fait une mécanique de la nécessité qui fait que on sort nécessairement, l'état de nature étant une contradiction, on en sort pour advenir dans l'état souverain. Et donc dans les deux cas, il y a effectivement une sorte de tentative, une sorte de gnose à essayer de saisir des mécanismes dans lesquels les individus qui sont les atomes, effectivement, que ce soit l'individu consommateur et producteur ou l'individu citoyen ou sujet de droit, donc dans les deux cas, effectivement, ces individus sont pris dans des immenses mécaniques qui sont objectivées par des sciences économiques d'une part et sciences politiques de l'autre. Et effectivement, on a totalement laissé de côté, certes, l'être humain a des droits et des intérêts, mais finalement, il est surtout responsable de sa vie, de ses choix. Et la question, c'est évidemment en vue de quoi ? En vue de quel bien personnel et bien collectif. Et ça, évidemment, il me semble qu'à la racine même, donc, si on parle du moment totalitaire du libéralisme, il me semble que c'est plutôt l'apocalypse du caractère intrinsèquement totalitaire du programme libéral du XVIIe siècle, qui évidemment a fait toutes sortes de compromis en raison de l'inertie, justement, de la culture, des forces historiques, du christianisme qui était encore très présent, et qui fait que peu à peu, tout ce qui est en fait, grosso modo, déjà mis en place dans la première moitié du XVIIe siècle, que ce soit au niveau scientifique ou du programme technoscientifique et du programme politique, se déploie inexorablement, et qu'aujourd'hui, j'allais dire, le roi est nu, entre guillemets, et que là, on est devant un moment extraordinairement intéressant, qui est renforcé par la pandémie, qui, j'allais dire, accélère aussi les processus, de dire que fait-on et comment se positionne-t-on ? Et c'est là où, me semble-t-il, il y a un enjeu central. Si on prend parce qu'on a parlé beaucoup de théories, on est parti d'auteurs, il faudrait revenir à des faits concrets. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'il y aurait un État totalitaire sous sa forme connue, c'est-à-dire celle de l'État nazi ou de l'État soviétique.
Et donc, à cause de ça, on pourrait dire il n'y a pas de totalitarisme. Mais ce que vous dites, c'est qu'il y en a un qui a pris une autre forme, qui est ça, une métamorphose du totalitarisme. Et que s'inquiéter, ou plutôt ne craindre que des formes purement totalitaires, etc., ou plutôt selon les totalitarismes anciens, c'est passé à côté du moment où de l'apocalypse, justement, la révélation qu'on a de l'essence du libéralisme. Mais moi, j'aimerais qu'on trouve des faits. À quoi vous pensez quand vous dites ça ? Est-ce que vous pensez, par exemple, au fait qu'on s'abandonne aux algorithmes ? Ça, c'est un des aspects, bien sûr. Le fait que la gestion politique n'est plus celle d'un jugement prudentiel visant le bien commun, mais chercher l'optimum à partir d'une série de data qu'on va gérer. On sent que l'épidémie a été en grande partie gérée comme cela. Est-ce que vous pensez à ce phénomène de la cancel culture, par exemple, où on voit des individus qui sont je veux dire, à la limite, qui ne se sont pas concertés au préalable, mais qui tout d'un coup se rejoignent dans une entreprise finalement de déconstruction, et où il y a, alors même qu'il n'y a... Parce que c'est ça qui est quand même très original. Le totalitarisme, pour Hannah Arendt, c'était pas une tyrannie. On peut imaginer, en fait, elle ose presque imaginer un soviétisme sans Staline et un nazisme sans Hitler. Parce que si c'était simplement des dictateurs, on serait encore dans des figures anciennes du pouvoir. Et elle affirme sur la nouveauté du totalitarisme comme l'idéologie au pouvoir. Mais la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, justement, puisqu'on est dans le libéralisme, on pourrait dire une idéologie à minima, c'est plus l'idéologie au pouvoir. Il n'y a pas d'idéologie. Et voilà que des individus convergent pour imposer, pour contraindre finalement tout le monde à quelque chose, alors même qu'il n'y a pas d'idéologie. Alors voilà, quels sont les faits d'une part, et est-ce qu'on est encore dans le totalitarisme en tant qu'idéologie au pouvoir, ou est-ce que c'est autre chose ? Alors les faits d'abord. Alors les faits, il me semble que si on parle de totalitarisme, ça renvoie au tout, à la totalité. Donc, c'est effectivement peu à peu tous les champs du monde humain, la totalité progressive du champ humain, doit être, on pourrait dire, déconstruit au nom de droits illimités. Donc, en fait, la notion de droit illimité implique, par exemple, une régulation de plus en plus forte du discours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une liberté de parole qui est largement réduite par rapport à quelques décennies. En tout cas dans les démocraties libérales, très rapidement. Ça, c'est un point alors, qui évidemment ne va jamais être présenté comme le totalitarisme, puisque c'est vu comme le respect des minorités, etc. Mais il y a une régulation du discours, d'ailleurs, de plus en plus de gens, notamment des journalistes qui parfois ont participé à ce dispositif, se rendent compte que ça risque de leur retomber dessus. De fait, il y a un contrôle progressif, notamment par le biais de la judiciarisation et de certaines lois qui ont rendu possible cette judiciarisation de la parole, qui fait que là, on est dans une situation de limitation objective de certains discours, et je ne parle pas du discours négationniste, au sens de l'histoire, vraiment de certaines choses qui sont immédiatement perçues comme fascisante, totalitaire aussi, parce qu'on accuse l'autre d'être totalitaire, dans ce libéralisme totalitaire. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de... Et puis, il me semble que, vous parliez des algorithmes, effectivement, c'est plus une idéologie au pouvoir, parce que les idéologies totalitaires, elles s'étaient inscrites dans le cadre de l'État-nation. Alors, même si l'Union soviétique avait des prétentions universalistes, ça restait quand même la République soviétique de Russie. Donc il y avait une inscription dans un État de type hobbesien. Là, en fait, les États sont encore présents, mais on est dans un agenda évidemment de gouvernance mondiale, a fortiori renforcé par la pandémie. Alors il ne s'agit pas de faire des plans sur la comète, mais c'est clair, comme dit Klaus Schwab dans son fameux livre Covid-19, la grande réinitialisation, qui est sorti en juin 2020, donc le patron du forum de Davos, la pandémie actuelle est une occasion de relance de la gouvernance mondiale. Alors, gouvernance mondiale ne veut pas dire un État mondial, même si Attali en rêve, mais ça veut dire quand même une convergence qui, notamment dans l'ordre
des procédures. Donc on est clairement dans une forme de modèle procédural avec des grandes déclarations, des grands droits, mais très formels, qui passent par des agences de l'ONU, etc. Bon, on voit aujourd'hui avec la question de l'OMS, qui, en fait, ont absolument besoin des États, au sens classique du mot État, comme relais. Et évidemment, quand on lit de près le livre de Schwab, ce qui est très intéressant, c'est que finalement, qui tire son épingle du jeu, comme je disais tout à l'heure, globalement, en fait, c'est les GAFAM. C'est-à-dire, en fait, ce procès, donc, avec le projet transhumaniste, qui est sous-jacent, hein, et qui n'est pas que le projet transhumaniste, mais qui implique clairement que les États deviennent une courroie de transmission donc, c'est plus une idéologie au pouvoir, au sens où le pouvoir de l'État-nation, hein, mais une idéologie qui a quelque chose de relativement anonyme, hein, mon nom est Légion, mais en même temps qui est un dispositif largement impersonnel, mais comme vous disiez très justement, qui converge. Donc on est dans un modèle d'autorégulation, de toute façon. Hein, et cette autorégulation, elle passe par des médiations qui sont notamment, parce que évidemment, qui dit il y a un moment, il faut quand même un pouvoir régalien, la police, la justice, ça c'est pas la gouvernance mondiale, qui immédiatement, mais elle passe par la médiation des États en l'occurrence, des systèmes judiciaires nationaux, mais en amont, cette sorte de gouvernance, cette convergence, évidemment, peut avoir des moyens coercitifs, j'allais dire soft, mais fort important pour faire rentrer. On n'a qu'à voir la manière dont l'Union européenne, la Hongrie et la Pologne, qui ne sont pas le paradis sur Terre, hein, pas particulièrement, mais enfin, qui sont justement des pays qui ont vécu l'expérience totalitaire, dans le cas de la Pologne, les deux totalitarismes, et qui, enfin, dans le cas de la Hongrie aussi d'ailleurs, et qui en savent quand même pas mal sur le totalitarisme, j'allais dire ancienne formule, et qui très nettement perçoivent que l'Union européenne et le caractère procédural de l'Union européenne et tout ce qu'on vient de dire tend effectivement à attaquer notamment la culture, la communauté nationale, les traditions propres à ces pays, et qui effectivement éprouvent fortement cette dimension coercitive. Alors coercition... oui, mais alors justement, alors je ne sais même pas si elle est habile, parce que l'habileté supposerait justement encore un homme contraignant ou une personne, alors qu'on parle d'un dispositif ici. Alors c'est pour ça que c'est même... Oui, c'est d'autant plus habile. Oui, d'accord. Mais enfin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vraiment là pour chercher avec une intention malfaisante? C'est ça ma question, parce que, bon, le post-idéologique dont on parle, on peut... pour avoir deux aspects. Bon, un aspect qui est d'abord le fait qu'on est moins du côté de l'idée, parce qu'il y avait, quand il y avait des marxistes encore, je veux dire, il y avait quand même de quoi discuter. Et là, j'ai l'impression qu'on est muselé. Il n'y a même pas cette possibilité de discussion au plan des idées. On n'en est pas là, on n'en est plus là. Donc on peut regretter les grands moments, les grandes heures du communisme. Bon, ça c'est... Et à la place de ça, on a l'impression qu'il y a une sorte de culte de l'émotion. Et on est vraiment dans quelque chose qui est profondément émotionnel. La censure dont vous parliez, c'est il ne faut pas heurter certaines sensibilités. Ce qui signifie d'ailleurs que c'est la fin de toute éducation. Parce que je veux dire, mettre une note à un élève, c'est déjà un problème. On est en train de dire, là, il y a une pétition qui veut empêcher cette réforme du bac avec un grand oral, parce qu'on dit que le grand oral crée de la discrimination, puisque certains parleront mieux le français en raison de leur famille et pas en raison de leurs compétences personnelles. Et de toute façon, si on note, eh bien, certains vont être jugés ou pas. Donc il ne faut juger personne, au sens... voilà, on peut demander s'il n'y a pas une sorte d'hérésie chrétienne aussi derrière cela, compassionnelle, hyper-compassionnelle, émotionnelle et compassionnelle. Mais ne plus heurter les sensibilités, on voit bien que derrière cette censure, il n'y a même pas d'idée. Il y a justement la sensibilité individuelle, quelle qu'elle soit. Et de l'autre côté, l'autre aspect du post-idéologique, c'est, et vous l'avez mentionné, finalement, c'est la technologie. C'est un certain dispositif technologique.
Et bien sûr qu'on ne peut pas nier que ce dispositif technologique, c'est plus le dispositif industriel où il y avait des détenteurs du capital, mais, enfin, en gros, ce que réalisent, ce que réalisent les GAFAM, c'est précisément quelque chose qui est à la fois un hypercapitalisme et une sorte de communisme. Parce qu'on pourrait dire, qu'est-ce que c'est que Facebook ? C'est à tout le monde, chacun l'élabore, et on est dans le monde le plus libertaire. Et de l'autre côté, malgré tout, pour que ça marche, il faut avoir un encodage standard, il faut avoir quand même une structure extrêmement verticale qui permet de faire en sorte que ce réseau soit en ordre, et puis qu'il puisse exister, donc, qui gère de l'argent, parce qu'on a assez gratuit, mais il va y avoir de la gestion d'informations, de la gestion de données, finalement de la surveillance généralisée, à des fins commerçantes d'abord, mais qui après peuvent devenir de la surveillance généralisée à des fins politiques, etc. Et donc, c'est l'autre aspect. C'est-à-dire, d'un côté, on n'est plus dans l'idéologie parce qu'on est plutôt dans l'émotionnel, mais on n'est plus dans l'idéologie parce qu'on est dans un certain type aussi de technologie qui semble, avec l'invention du PC puis du smartphone, c'est l'origine d'Internet, hein, c'est-à-dire à la fois une origine militaire, et donc très, très verticale, où permettre le commandement, et de passer, si la chaîne de commandement est rompue, par un autre réseau. C'était ça l'invention d'Internet. Et de l'autre côté, les types qui sont dans leur garage et qui font leurs petits trucs et qui inventent des réseaux, Steve Jobs et compagnie. Et donc, on a un phénomène dans l'invention d'Internet qui est à la fois libertaire, militaire, dans l'origine même historique, hein, libertaro-militaire. Et là, on retrouve cette logique poussée à l'extrême, donc, de quelque chose qui est à la fois hyper communiste et hyper capitaliste. Et donc, on aurait peut-être là le lieu propre de ce libéralisme totalitaire dont vous parlez. Oui, et puis le point commun dans les deux cas, c'est l'occultation de la raison. Enfin, l'occultation du discours critique qui implique j'ai des émotions, ces émotions, qu'est-ce que j'en fais ? D'où ça vient ? Et effectivement, le traitement des données, c'est des algorithmes aussi. Donc, et quand je fabrique des datas en surfant sur Internet, tout ça fait que, fondamentalement, la raison et donc la possibilité d'user de mon libre arbitre est complètement court-circuitée. Et donc, ça contribue évidemment à alimenter les limitations de mon désir. Parce que la raison est une capacité, puis au moins Platon, parce que j'ai une raison, je peux me dire, est-ce que ce désir est approprié ? Est-ce que ce bien mérite d'être poursuivi ? Donc les limitations du désir prospèrent à proportion du court-circuit maximum de la raison. Et donc là, on voit bien comment les enjeux économiques, parce qu'à mon avis, derrière tout ça, il y a quand même un économisme massif. Enfin, voilà, un des objets premiers de la concupiscence, de l'ilimitation, c'est quand même l'argent. Il y a le plaisir, mais les deux d'ailleurs convergent pour des raisons évidentes. Là, en l'occurrence, effectivement, cette illimitation prospère, encore une fois, il me semble, à proportion de l'absence de la raison. Et donc tout l'enjeu ici, c'est comment, face à ce tsunami de l'illimitation totalitaire, on peut se réapproprier soi-même des zones de raison de libre arbitre. Justement, je pense à un texte de Günther Anders qui s'appelle « Obsolescence de la haine », qui est un peu héritier d'Hannah Arendt, hein, La banalité du mal. Hannah Arendt, qui était la première femme d'ailleurs de Günther Anders. Et donc, Anders avait tendance à dire la technologie, aussi en étant héritier un peu de Heidegger, peut produire un dispositif extrêmement destructeur sans qu'il y ait nécessairement une haine. On pourrait dire que le propre du totalitarisme a été justement des entreprises de destruction sans qu'il y ait de haine à proprement parler de l'ennemi. Autrefois, on égorgeait quelqu'un, je veux dire, à chaud, parce qu'on lui en voulait. Mais là, non.
C'était réguler, expliquer pourquoi cette personne devait disparaître. C'était lié aux lois de la nature et de l'histoire. L'idéologie permettait cela. Et là, on a l'impression aussi que, parce que ce système où chacun tire son épingle du jeu, gagne de l'argent, etc., on est en même temps tous complices. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a vraiment... parce qu'on cherche toujours à désigner... je ne sais pas moi, un George Soros, encore des figures du mal ou des figures de l'emprise. Mais est-ce que ce n'est pas le dispositif lui-même qui fait qu'on est tous pris, qu'il n'y a pas à proprement parler un homme d'une cupidité extrême qui serait en train de tirer les ficelles? Parce que c'est encore comme ça qu'on veut le voir. Bien sûr. On est le meilleur agent de cette totalisation et de cette illimitation. En fait, le dispositif addictif, il se nourrit des concupiscences dont je parlais tout à l'heure. Donc, de toute façon, quand on est chrétien, la révélation du péché originel nous dit que finalement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qu'il y a de nouveau, là en l'occurrence, c'est les moyens technologiques et inédits qui permettent de déployer de manière asymptotique. Mais effectivement, je pense qu'il y a une justice. C'est déjà la fable des abeilles, finalement. Oui, tout à fait. Les vices particuliers font la prospérité commune. Ouais. Et donc là, on crée un dispositif où le péché individuel, d'une certaine façon, où toutes les addictions alimentent une structure, et une structure qui procure des agréments, des commodités, etc. C'est ça. Oui, mais alors la question, c'est est-ce que le serpent ne se mord pas la queue à un moment, c'est-à-dire... est-ce qu'il ne va pas avoir, ça, on n'est pas Madame Soleil, mais est-ce qu'il n'y a pas peu à peu des processus en boucle ou rétroactifs qui vont faire il va avoir de plus en plus alors sans faire une lecture marxiste du dispositif, mais une sorte de contradiction interne. C'est pas mal, hein, Marx. Oui, mais marxiste à la petite semaine, de contradiction interne qui fait que y a un moment où par exemple sur la question économique, effectivement, la suppression massive de nombreux emplois parce qu'il y aura une totale numérisation, qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens-là? Oui, ou la limite des ressources par rapport à cette illimitation du désir, parce qu'il y a aussi l'aspect écologique. Bien sûr. Donc toutes ces dimensions font qu'on est à un moment très intéressant et un peu charnière. Est-ce que je pense que la logique va perdurer? Après, relativement à notre personne, nous, comme les hommes font leur histoire, c'est chacun d'entre nous qui fait l'histoire, il me semble que là, moi j'aime beaucoup les dissidents de l'Est, parce qu'il me semble, parce que souvent ils sont racinés dans une verticalité culturelle, ou en tout cas humaniste, ou voire souvent chrétienne. Par exemple, Václav Benda, dans la police parallèle, montre bien que, Václav Havel, pour prendre un de ses amis, le pouvoir des sans-pouvoirs, Václav Havel prend cette image du petit marchand de légumes qui dit, qui refuse de mettre tous les prolétaires tous les prolétaires unissez-vous, sur sa devanture de marchand de légumes, et qui dit, en fait, l'idéologie passe plus par moi, non possumus. Alors, ça demande beaucoup de courage, parce qu'évidemment, il va avoir un problème, ce pauvre épicier. Et Václav Benda dit, il est temps, la police parallèle, c'est pas une contre-société ou devenir des Amish, même si ça peut être intéressant, c'est comment, là où nous sommes, nous pouvons faire des micro-choix par lesquels peu à peu nous retrouvons un écosystème familial communautaire qui perturbe le dispositif de l'illimitation. Alors tout ça a été beaucoup travaillé, j'invente rien. Ça peut passer par la sobriété, ça peut passer par non pas par, en plus, mais j'avais juste une remarque d'abord sur l'aspect négatif, d'autodestruction aussi de ce dispositif-là. Parce que j'ai parlé d'obsolescence de la haine, c'était une thèse d'Anders, mais on voit bien qu'aujourd'hui ça ne marche pas. On voit au contraire de nouveaux déchaînements de haine via les réseaux sociaux.
d'une manière complètement folle, un monde pulsionnel qui apparaît. Mm. Et donc, bien sûr que l'ilimitation du désir, ça aboutit à la dévoration de la terre, et ça va se heurter, bien sûr, au mur de la réalité écologique. Mais il y a aussi ce fait que ce dispositif technologique, où on appuie sur des boutons, où on va très très vite, où on va cultive, si le mot cultiver est approprié, entretient un rapport pulsionnel au monde, et donc petit à petit détruit ce qui fonde même la technoscience. Parce qu'il faut même, pour faire des ingénieurs, il faut un monde qui ralentit un peu, il faut un monde qui n'est pas seulement pulsionnel. Et donc Hartmut Rosa a montré comment justement on pourrait arriver à travers l'accélération à une sorte d'immobilisation foudroyante, parce que justement l'hyperaccélération ne permet plus la temporalité de l'apprentissage, de la transmission, et donc c'est la science elle-même qui est en train de s'effondrer. Donc ce double phénomène, je dirais, vraiment, où le dispositif va vers un auto-effondrement, que ce soit par l'aspect écologique, ou que ce soit parce qu'en cultivant le pulsionnel, il détruit les ressources même de l'invention technologique. C'est ça. L'innovation, à force d'aller trop vite, empêche la lenteur qui permet encore l'innovation, d'une certaine façon. Bon, mais je reviens maintenant à l'autre aspect. Au-delà de cette montée de la haine qui fait qu'on est dans une situation pré-insurrectionnelle et on sent que c'est plus d'un réseau, c'est plus le dispositif, les gens peuvent sortir dans la rue et s'entretuer. Il y a quelque chose qu'on sent aujourd'hui. C'est là où on voit une limite. Mais de l'autre côté, je voudrais aborder plutôt l'aspect positif. Ce que vous dites sur peut-être c'est ce que vous voulez dire, on parle aussi de philanthropos comme ça, mais l'existence des petites communautés. Quelque chose, vous avez parlé des Amish, mais ce n'est pas exactement cela. Mais d'une certaine façon, la pandémie a renforcé cette polarité-là. Nous, on l'a vu ici à Philanthropos dans l'acte d'enseigner, finalement. D'un côté, digitalisation partout, le règne des MOOC, du distanciel. Et de l'autre côté, nous qui avons réussi parce que les étudiants résident sur place, parce qu'on mène une vie communautaire, à continuer les cours en présence, à permettre encore une vie estudiantine. Et donc, ce format du collège médiéval, de la petite communauté, du village d'Astérix, qui résiste finalement à l'empire environnant. Et est-ce que c'est ça, justement, qui est un lieu de résistance ? Parce que, justement, il faut sortir, pour sortir du libéralisme totalitaire, il faut sortir aussi de l'individu revendicateur. Il faut forcément que l'individu puisse se retrouver avec d'autres pour faire front et aussi pour déjà mener la vie bonne. Tout à fait. Oui, mais justement, l'exemple de Philanthropos est très bon parce que le cœur de Philanthropos, c'est quoi ? C'est la vie communautaire, la vie de prière, la vie d'études, donc des supports, des médiations. Et vous parliez tout à l'heure de cette fuite en avant de l'immédiateté, l'immédiation qui va de pair avec les limitations. Le ralentissement, ça implique effectivement de prendre au sérieux la consistance de l'ordre humain, la joie d'un bon repas partagé entre amis, la joie de la vie familiale, la joie de l'étude, de la lecture personnelle, de la discussion, bref, des réalités humaines qui sont aussi anciennes que le monde humain, mais même si les modalités peuvent évoluer, et qui, en fait, constituent ce qui fait qu'une vie est humaine. Mais ça implique, encore une fois, un travail d'intégration vertueux, des vertus intellectuelles et des vertus morales, et a fortiori des vertus théologales, qui nous permettent de sortir effectivement de cette fuite en avant de l'addiction et de la concupiscence. Et là, effectivement, on peut goûter de l'intérieur le bien dans sa finitude et dans son ouverture, évidemment, à Dieu qui est infini, mais qui est le véritable infini. Là, on peut goûter la bonté propre, en fait, des choses. Et là, effectivement, je pense que ça, c'est très simple, c'est à la portée de tous,
Et c'est ça qui permet de résister à la logique totalitaire. Partager le pain et le vin et célébrer ensemble. Ouais. Merci Thibaut Collin, merci. J'espère qu'il y aura un livre, non, sur le libéralisme totalitaire en gestation. Peut-être, un petit livre peut-être. Merci Fabrice. À bientôt.